Je vous souhaite bien évidemment la bienvenue pour ce nouveau Facebook Live des élus du groupe collectif Magnanville. Nous avons souhaité vous proposer ce soir d'échanger et de débattre sur un sujet d'actualité municipale qui est la gestion des ordures ménagères. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne ce service public sur le territoire de Magnanville, j'allais dire plus généralement sur le territoire de la communauté urbaine, et puis de voir comment on pouvait concrètement agir aux différentes échelles, quel est le rôle de la communauté urbaine, quel peut être le rôle d'une municipalité, quel peut être également le rôle des citoyens, euh, des habitants de nos territoires pour optimiser cette politique des ordures ménagères. Et donc pour parler de ce sujet d'actualité, nous avons deux grands témoins que je vous remercie de nouveau de leur participation. Ghislaine Séné, qui est conseillère régionale Île-de-France, qui a été maire de Vecno pendant plusieurs années et qui, avec et la casquette de conseiller régional et celle de maire, notamment en siégeant au sein de la CU GPSO, a eu l'occasion de travailler et de développer une véritable expertise sur le sujet des ordures ménagères. Deuxième grand témoin, Claire-Marie Baron, qui, entre autres engagements militants, est fortement impliquée dans l'association de Enfants en transition, qu'elle aura l'occasion de présenter, et qui, dans ce cadre, a mis en œuvre et qui transmet également un certain nombre de pratiques sur la gestion des ordures ménagères. Et puis, Michel Laurent interviendra également, ainsi que Dylan. Eh bien, sans transition, je vous propose que nous commencions les débats et nous avons un petit magnéto, Serge, comme dirait l'autre, à vous montrer. Donc, depuis le 1er janvier de l'année 2020, un nouveau calendrier de ramassage des ordures ménagères a été mis en place sur le territoire de Magnanville et de manière plus large sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ça s'est traduit à Magnanville notamment par une modification des dates de passage pour les ordures ménagères et pour les cartons et les papiers. Et puis, ça s'est traduit par une diminution du nombre de ramassages sur les déchets verts. Donc, la question que l'on peut se poser pour commencer, c'est comment, sur le territoire de Magnanville, sur celui de la communauté urbaine, fonctionne le service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Comment expliquer la mise en place de ce nouveau calendrier? Quelles étaient les attentes, les objectifs mis en place dans ce nouveau calendrier? Donc, pour essayer d'expliquer l'organisation, Dylan a préparé une petite vidéo explicative du fonctionnement de la collecte et du traitement des ordures ménagères au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. La collecte et le traitement des déchets, c'est quelque chose que l'on connaît tous. On sort nos poubelles au moment inscrit sur le calendrier, on voit les camions floqués de divers logos passer et ramasser nos déchets, mais généralement notre connaissance s'en arrête là. En France, les opérations de collecte et de traitement des déchets sont de la compétence obligatoire des intercommunalités, et ce, depuis la loi NOTRe de 2015. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Magnanville fait partie de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise depuis le 1er janvier 2016, la remplaçante de la CAMI. C'est cette intercommunalité qui chaque année doit réaliser un rapport sur le prix et la qualité de ce service public. Dans notre cas, le financement est réalisé en partie par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, votée elle aussi annuellement
en conseil communautaire et en partie sur le budget général de la communauté urbaine. Autrement dit, ce sont vos élus communautaires, en partenariat avec l'entreprise délégataire de services publics, ici la Sotrema, qui ont un pouvoir décisionnel. Pour rappel, la communauté urbaine, c'est 408 000 habitants, 141 élus, répartis entre les 73 communes. À Magnanville, nous n'avons qu'un seul conseiller communautaire et il s'agit du maire. En diminuant le nombre de ramassages, la communauté urbaine espère ainsi réduire la quantité de déchets produites en poussant ses habitants à changer leurs habitudes de consommation. Le but de cette décision est évidemment l'économie budgétaire, mais également l'écologie. En parallèle de cette réorganisation, la communauté urbaine a assoupli les règles de dépôt en déchetterie et propose de disposer de bacs de plus grande capacité. L'accès à l'ensemble des déchetteries est désormais libre, plus besoin de prendre rendez-vous pour y accéder. Le nombre de passages et le volume de dépôt sont également illimités. Pensez tout de même à apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi qu'une pièce d'identité. De Magnanville, les deux déchetteries les plus proches sont la déchetterie des Closeaux à Mantes-la-Jolie et la déchetterie de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville. Pour plus d'informations, rendez-vous sur gpseo.fr ou appelez la plateforme Infodéchets au 01 30 33 90 00. On l'aura donc compris, c'est la communauté urbaine qui fait part de la collecte des déchets. Elle a hérité de cette compétence à sa création en 2016 et lors de l'élargissement de la communauté urbaine a récupéré 14 contrats de collecte qui étaient ceux appliqués par les anciennes structures intercommunales ou communes qui étaient en charge de la compétence. La collecte des déchets, pour quelques chiffres, c'est pour la communauté urbaine environ 50 millions d'euros de dépenses annuelles. C'est donc un poste important de dépenses en augmentation et c'est peut-être une des raisons à l'origine de cette réorganisation. Ghislaine, tu as travaillé sur ce sujet au sein de la communauté urbaine, au sein de la région Île-de-France. Comment lis-tu cette réorganisation du calendrier de ramassage des ordures ménagères au sein de la communauté urbaine? Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors oui, moi j'ai eu la charge de pouvoir suivre un petit peu l'évolution au travers de la commission environnement qui traitait les questions déchets. En fait, c'est constitué dès le départ et je dois dire, enfin pour ceux qui me connaissent, j'ai été très critique sur la constitution et sur le travail effectif qui était fait au sein de la communauté urbaine. Mais il y a eu quand même initialement une réelle volonté de travailler sur un plan de prévention des déchets. Alors c'est un nom particulier, le plan local des prévention des déchets ménagers, avec un objectif qui était simple, c'est comment baisser le tonnage des ordures ménagères, comment diminuer les déchets nocifs, ce qui est également un enjeu très important, à vrai dire, a été donc élaboré un plan d'action qui aujourd'hui, quand on regarde les résultats, n'est pas du tout à la hauteur parce que très peu d'argent y est investi, mais en tout cas, il y avait initialement cette volonté. Et donc, un marché, au travers d'un marché d'appel d'offres, a été lancé et dans lequel il y avait effectivement une volonté de rationaliser à l'échelle en fait du périmètre de GPSEO, de rationaliser la collecte et le traitement, parce que ce qu'il faut savoir, Dylan l'a peut-être dit, malheureusement on ne l'entendait pas dans le reportage, mais la communauté urbaine gère l'ensemble des déchets produits par les ménages. Ça va du traitement et de la collecte, bien évidemment, mais ça intègre également tout ce qui est conteneurisation ou ce qu'on appelle la pré-collecte en fait. Et la pré-collecte, c'est la dotation en bac, en sac, et puis les bornes d'apport volontaire qui aujourd'hui existent, et puis tout ce qui est le volet prévention, tout ce qui est le volet communication, et puis donc la réalisation des études, les passations de marché et les travaux nécessaires dans ces domaines, ce qui veut dire que c'est vraiment la CU qui a récupéré l'ensemble des compétences. Donc l'idée a été de réfléchir sur les différents types d'actions qui pouvaient être menées, notamment
en termes de collecte. Vous savez, il y a collecte porte-à-porte, collecte en apport volontaire, les collectes en déchetterie. Et donc, c'est pour ça, notamment, que sur la collecte en porte-à-porte, il y a eu une volonté de pouvoir réduire et d'homogénéiser, parce que c'est quand même le sens, d'homogénéiser le nombre de collectes. Aujourd'hui, nous devrions être dans l'ensemble, alors il va y avoir un plan progressif, mais la norme, c'est qu'il y ait une collecte d'ordures ménagères par semaine, une collecte de tri sélectif tous les 15 jours, une collecte des déchets verts également tous les 15 jours, et puis un service encombrant à la demande. Alors, c'est pas encore fait pour tout le monde, mais en tout cas, voilà un petit peu comment les choses devraient se placer. Il faut dire que il y a un vrai enjeu. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais la loi pour la croissance verte a imposé, en fait, va réellement faire une augmentation de la taxe globale. Alors attendez, parce que j'ai perdu la TGAP. J'essaie de toujours voilà, la taxe générale sur les activités polluantes, ce qu'on appelle la TGAP. Dans les acronymes, en fait, j'essaie toujours de donner les bons noms et d'éviter les acronymes. Donc la taxe générale sur les activités polluantes, qui va fortement progresser de 2021 à 2025. Tout ça, hein, pour de très bonnes raisons. Hein. Le but, c'est vraiment, il faut non seulement absolument diminuer en fait le nombre, le tonnage de déchets, tout ça simplement pour préserver la planète, mais surtout, il faut qu'en termes de traitement, on puisse absolument diminuer la mise en décharge et l'incinération, parce que l'incinération pose de surcroît un vrai problème en matière de qualité de l'air. Et donc, la TGAP en 2021 va passer, alors ça dépend des types d'usines de traitement, mais entre 30 à 54 euros la tonne, et pour atteindre 65 euros la tonne en 2025, ce qui est quasiment on double la taxe. Et donc ça, c'est pour la décharge, taxe décharge, et la taxe d'incinération va passer de 8 euros à 20 euros cette année, en 2021, et va monter jusqu'à 25 euros la tonne en 2025. C'est-à-dire quasiment, elle va tripler. Et il faut savoir que dans le mix de tri, enfin de valorisation, on va dire, des déchets sur GPSO, un chiffre important, la valorisation énergétique, donc c'est-à-dire l'incinération, ça représente 65%. Nous avons 65% de nos déchets qui vont en valorisation énergétique, qu'on appelle poliment valorisation énergétique, mais en fait ce sont en gros les incinérateurs, et on a encore 12% qui part à l'enfouissement, donc c'est-à-dire en décharge. Ce qui est énorme, on a simplement 14% de valorisation matière, ce qui est ridicule par rapport aux objectifs qui doivent être demain de pouvoir. Alors c'est toujours la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui se donne un objectif de 55% de valorisation matière en 2020. C'est vous dire à quel point on en est déjà très très loin, et 65% en 2025. 2020. 55%, et aujourd'hui, nous en sommes ici sur le territoire qu'à 14%. Donc il y a un très gros enjeu pour GPSO, très gros enjeu de communication, de pédagogie, d'accompagnement sur les questions de tri. Et ça ne pourra pas se faire sans l'implication des collectivités, sans l'implication des habitants, des associations et de tous les acteurs, parce que, et notamment les acteurs économiques, parce que c'est un enjeu très fort, tant au niveau économique que au niveau environnemental. Je ne sais pas combien de temps j'avais, j'ai dû faire mes 5 minutes, je ne sais pas. C'est 5 minutes, merci beaucoup Gisèle de cette présentation très claire et qui met bien l'accent sur les grands enjeux pour GPSO sur cette thématique des ordures ménagères.
Je rebondis peut-être sur tes derniers propos. Donc, tu dis que c'est un travail où l'ensemble des acteurs, finalement, pas que la communauté urbaine, doivent s'emparer du sujet pour contribuer aux objectifs que tu as rappelés. En tant que tu as été maire d'élection pendant quelques années, que peut faire une commune? Parce que finalement, si elle n'est plus compétente dans le domaine des ordures ménagères, est-ce qu'elle a encore des possibilités d'action? La collectivité? Oui, alors l'action communale, à la commune. Enfin, moi, je crois, c'est beaucoup en matière de communication où il y a énormément de choses à faire. Communiquer sur les composteurs individuels et les composteurs collectifs. C'est-à-dire que ça devrait être vraiment, je pense que l'interlocuteur direct pour les habitants, ce sont les mairies. Et donc, il y a vraiment un rôle à jouer dans les communes pour travailler sur le compostage. Il peut y avoir même, elle peut prendre en charge le compostage collectif, elle peut créer des zones de végéterie. Enfin, il y a pour la collectivité, il y a encore énormément de leviers d'action. S'assurer que les bacs soient bien distribués, et en tout cas qu'ils soient de capacité suffisante. Et puis elle peut aussi travailler sur, en tout cas avec GPSEO, pour demander à ce qu'il puisse y avoir des bornes d'apport volontaire. Parce que là, en termes de collecte, en fait, on y gagnerait énormément, puisque c'est un circuit qui permettrait vraiment, plutôt que de faire du porte-à-porte, qui est chronophage, et puis qui en fait met aujourd'hui des camions sur les routes. Hein. Plus on va faire de l'apport volontaire, et mieux cela sera. Et puis la dernière chose, c'est aussi ses propres déchets. Collecte des déchets verts. Là, ça veut dire que les collectivités peuvent vraiment mettre en place des politiques publiques de gestion de haies, de végétalisation, voilà, qui permettrait de réduire les déchets verts de la collectivité. Et puis ensuite, la mise en place du tri, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, notamment tri papier, carton, dans tous les organismes, tous les locaux de la mairie, les écoles, l'anti-gaspillage. Enfin, oui, il y a énormément de choses à faire au niveau des collectivités. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour nos témoins, de les poser dans le chat. Nous les passerons aux intervenants qui ne les voient pas. Alors, c'est pour eux un petit peu difficile, mais on essaiera de les passer le plus clairement possible. Parmi les acteurs que tu as cités, les citoyens, les habitants ont également leur place, leur rôle. Et nous avons, à ce titre-là, souhaité faire intervenir Michel Attentia, qui est conseiller municipal et qui fait partie de notre groupe. Et Michel a participé il y a quelques années, avec la communauté de la Camille, à un programme qui visait à sensibiliser les habitants à la production, à leur propre production de déchets. Ou plus exactement, à leur faire prendre conscience de leur propre production de déchets et puis essayer d'identifier des pistes d'amélioration. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi, donc je vous propose tout de suite de lui passer la parole. Est-ce que Michel, tu peux nous raconter cette expérience? Alors, bonjour tout le monde, je monte mon masque et nous tenons nos distances avec Nicolas de 2 mètres. Le virus. Donc, je vais expliquer un peu la démarche, comment ça s'est passé. Tout a débuté un soir en préparation du conseil municipal. On lançait l'idée qu'il fallait mettre des familles de Magnanville à cette démarche. Et comme par hasard, tous les collègues m'ont désigné ma famille pour faire cette expérience. Au départ, je n'étais pas du tout sensibilisé sur les déchets. Nous étions une famille de 4 enfants et ma famille et moi, dans une grosse famille qui développe beaucoup de déchets. Dans ce programme a été instauré par la Camille avec l'aide de l'ADEME, et ce programme s'appelait Une famille éco-formidable. Donc, c'était quoi le but? Le but, c'était de tous les jours, il fallait qu'on pèse nos déchets. Alors, tout ce qui était plastique, tout ce qui était verre, carton, papier, tous les déchets
non triables. Et en plus, on nous a fourni un composteur pour justement peser les déchets qui pouvaient aller à l'intérieur. Et tous les jours, nous devons faire un rapport sur la quantité de déchets produits. Donc, au départ, la première semaine, c'était sans triage pour avoir une base de départ. Et au bout d'une semaine, on finit à tout peser. Quelle fut notre surprise au bout de 4 ou 5 semaines de se rendre quand même compte que nos déchets avaient diminué de plus de 35%. Donc, c'est vrai qu'on a jeté du plastique, on était passé à la soudastream où on avait éliminé tout ce qui était plastique, c'était plus de 2 bouteilles par jour. Nous avons quand même trié 30 à 40% de déchets, tous les restes de pâtes et tous les restes de pommes et tout partait le composteur. Et au bout de 6 semaines, nous avons rendu notre rapport à la communauté d'agglomération. Le rapport qui a été fait, c'est que sur les 12 familles, si je me souviens bien, là, c'est pas écrit comme ça, mais plus, la totalité des familles a fait plus de 20% de réduction de CI. Voilà, donc ce petit geste m'a permis après de voir autre chose de la vie professionnelle, hein, parce que je me suis dirigé vers des études de management en développement durable. Et je travaille dans le service, je suis chef du service SNCF pour Conseil de Gare sur l'environnement. Et je me suis engagé auprès de la direction des lignes, d'essayer d'avoir zéro déchet non trié sur un objectif 2031. Donc, je continue à perdurer mes gestes que j'ai fait de façon un peu forcée au départ. Merci Nicolas de m'avoir Merci Michel pour ce témoignage instructif. Alors, en préparation, tu m'avais dit aussi que ça avait vraiment engagé toute la famille. Tu as expliqué effectivement ce que vous avez fait, tu as expliqué comment ça t'a touché directement sur le reste de ta famille. Quel a été finalement l'impact de ce dispositif? Alors, pour la famille, c'est les plus jeunes qui ont vraiment aimé l'expérience. C'est eux qui faisaient tous les jours, qui marquaient sur le rapport. Voilà, on a eu tant de kilos de papier, de carton. Et c'est surtout qu'on est le plus sensibilisé. Donc, ce travail de sensibilisation, on dit qu'il est finalement très efficace, notamment avec les fonctions des publics les plus jeunes. C'est peut-être une autre piste parmi celles qui ont été évoquées précédemment, sur laquelle les municipalités peuvent travailler, s'investir. On avait par exemple proposé, à l'occasion de la campagne des municipales, de réfléchir aux éco-écoles, pardon, pour accompagner, voir ce que vous pouvez faire dans le cadre des écoles pour sensibiliser les enfants à ces différentes problématiques écologiques, dont celles sur les enfants ménagères. Et puis on voit à travers ton exemple, Michel, que finalement l'action vraiment individuelle a un impact significatif sur la production de déchets que nous produisons. Si on dupliquait l'expérience de la sur des communes entières, on voit qu'on pourrait avoir des réductions des quantités de déchets produits assez importantes. Mais réduire ces déchets, c'est quand même pas trop facile. Tu as expliqué qu'il fallait beaucoup de rigueur, beaucoup de méthodes. Claire-Marie, tu représentes ce soir le mouvement de transition. Alors, parmi d'autres engagements, je t'ai bien noté pour en parler si tu veux. Et, ce soir, c'est avec cette casquette-là que tu interviens pour représenter l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour réduire notre production de déchets? Bonsoir tout le monde. Il se trouve que j'ai participé aussi à l'opération Famille Formidable, ce qui est assez drôle en fait. Et c'était vraiment intéressant
de s'intéresser en détail aux déchets produits. Voilà, ça nous oblige à les regarder de près, à les peser. Voilà, c'est intéressant d'analyser tout ça. Et on trouve toujours des solutions, même si on réduit déjà beaucoup ces projets. On a déjà des gestes importants sur la réduction des déchets, mais là, on va encore plus loin. Je peux signaler qu'actuellement, l'association Énergie Solidaire pilote le presque zéro déchet, et ça pour la 2e année. C'est sur GPSCO et aussi la CU de Sèvres. Le mentor en transition en est partenaire d'ailleurs, une formation des citoyens, puisque entre la première période où les gens pèsent les déchets sans rien changer à leurs habitudes et la 2e période où on met en place des gestes, il y a des ateliers de formation pour les citoyens, donc sur tout un tas de sujets. Voilà, donc le mentor en transition, Noël zéro déchet, comment faire maigrir sa poubelle et aussi le compostage. Voilà. Donc sinon, alors des méthodes hyper simples pour réduire ces poubelles. On a la méthode BISOU. Alors BISOU avec comme besoin, c'est à appliquer quand on fait ses courses, bien sûr. Donc besoin, à quelle nécessité l'achat que je m'apprête à faire répond-il? I comme immédiat, puis attendre encore un peu. S comme semblable. Est-ce que j'ai déjà un objet similaire, ce qui permettra d'éviter les doublons qui encombrent parfois la maison? O comme origine, ou comment, donc à quel droit, comment, par qui cet objet est-il fabriqué? Donc ça peut limiter notre impact écologique au niveau des transports de produits. Et aussi la question dans la consommation. Et puis, pour terminer, le U, comme utile. Alors, cet objet va-t-il apporter un confort primordial? C'est-à-dire qu'on peut ainsi entrer dans une logique de sobriété. C'est très simple, la méthode BISOU, ça marche à tous les coups. Et donc, au mentor en transition, on met vraiment en place la méthode des 5 R aussi. Donc, le premier R, c'est refuser. 3 exemples. Par exemple, refuser la viande en barquette, c'est-à-dire que j'apporte ma boîte pour être servie chez le poulet. Deuxième exemple, le sac à pain, pour refuser le sachet du boulanger. Troisième exemple, les plats cuisinés que l'on peut faire maison. Ça évite toutes les barquettes et en même temps, on évite d'ingérer des additifs. Parce qu'il faut savoir que les aliments ultra transformés qui représentent une grande partie des aliments de l'agro-industrie sont très néfastes. On est en train de découvrir qu'il y a des impacts énormes sur l'obésité, les cancers, les problèmes cardiovasculaires. Donc, faire ses plats cuisinés soi-même. De façon générale, quand on fait ses courses, si on s'en tient à sa liste de courses, ça évite d'acheter trop de choses et d'avoir à jeter ensuite. Voilà, donc pas se laisser attirer par les promotions. Ensuite, en grande surface, le vrac n'est pas toujours possible. Du coup, refuser, je propose d'aller voir d'autres commerçants, d'aller au marché, chez le producteur local, dans un magasin de vrac. Du coup, là, on peut amener ses contenants, ses sachets papier, ses sachets tissus, ses boîtes à œufs pour les œufs à l'unité, ses bocaux, ses boîtes. Et pour refuser, on peut encore décider de fabriquer soi-même certains produits pour éviter de jeter leur emballage.
par exemple, des yaourts, des cosmétiques. Moi, personnellement, je fais ma lessive et je la conserve dans des bouteilles en... Donc, aucun plastique de lessive. Voilà. Autre avantage de faire soi-même les produits, c'est qu'on connaît leur composition. Voilà, on sait ce qu'on met dedans. Donc ça, c'était pour le R de refuser. Il y a le R de réduire ensuite. On peut acheter en plus grand contenant, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 4 yaourts, on achète un yaourt de 400 grammes. Au lieu d'acheter 12 petites tourtes de compote, on achète un bocal de 800 grammes. Voilà, vous comprenez le système. Hein. Au lieu d'acheter des briquettes de jus de fruits, vous achetez une bouteille d'1 litre de jus de fruits, etc. Quand vous avez deux produits, par exemple les biscuits, vous privilégiez la boîte de biscuits où il n'y a pas de sachet individuel. Ça peut être ça. Pour éviter les bouteilles en plastique, quand on est en dehors de chez soi, on prend une gourde, tout simplement. Quand on est à la maison, on boit l'eau du robinet. Voilà, c'est très simple. Et puis, pour réduire les déchets alimentaires, quelques règles simples suffisent. Savoir ce qu'on a dans son frigo et ne pas faire d'achat tant qu'on n'a pas mangé ce qui est déjà entamé. Parce que c'est souvent des restes qu'on jette. Donc, comme je parlais de la liste de courses, donc on fait une liste selon les besoins de la famille. Manger les produits les plus fragiles en premier, bien sûr. Acheter en quantité raisonnable. Ne pas rompre la chaîne du froid. Et puis, avoir quelques informations de base, comme par exemple la date limite de consommation des produits frais. Un exemple, les yaourts, on peut les manger en ayant dépassé la date sans problème, qui évite, voilà, je sais pas, aujourd'hui, le yaourt qui arrive à péremption, je le mange aujourd'hui, je suis sur la bonne date, demain, je ne vais pas le jeter. Donc, je peux le manger encore pendant 4 jours. Et on ne s'empoisonne pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, le R de réutiliser. Réutiliser, c'est en fait transformer un déchet en ressource en le réutilisant, en bricolant, en recherchant des tutos, en étant créatif. Exemple, un vieux t-shirt, on peut le transformer en sac. Un pot en verre peut devenir un photophore. Un rouleau de papier WC peut devenir une déco ou un objet utilitaire. On peut demander des idées aux enfants, ils en ont plein. Réutiliser, c'est aussi acheter d'occasion. On peut acheter des objets, des vêtements en seconde main. On achète en ressourcerie dans ces cas-là. Donc, on a sur le territoire, on a la Gerbe à Équevilly, on a Emmaüs à Dénon, on a Petit Prix sur Mantes et Buchelet, on a Dingue Fringue à Mantes-la-Jolie qui correspond au relais, les bornes d'apport de vêtements, le relais, revendent ensuite à Dingue Fringue à Mantes-la-Jolie. Il y a 14 magasins, je crois, sur le territoire. Pour acheter d'occasion, tout le monde connaît le Bon Point, il y a Vinted, etc. Il y a plein de plateformes. Donc, pour réutiliser, on peut vendre ce dont on n'a pas besoin. On peut aussi donner autour de soi à des collègues, voisins, amis, famille. Il y a aussi des boîtes à dons. Et tout ça, ça évite à quelqu'un d'acheter un objet neuf. Voilà. Donc, on préserve les ressources et on limite les déchets. Pour les livres, on a la boîte à lire. Maintenant, il n'y en a pas de boîte à lire. Encore un autre R, c'est recycler. Et donc c'est le terme qu'on a déjà utilisé ici. Mais moi, j'entends souvent dire que de recycler, c'est un geste écologique. Alors que pour moi, c'est vraiment la dernière extrémité. Ça veut dire qu'on n'a
pas réussi à ne pas produire le déchet et qu'on n'a pas réussi à le réutiliser. Et puis, alors surtout, ne pas hésiter à emmener ces déchets en déchetterie pour les produits dangereux notamment. Parce que si on les incinère, enfin voilà, tout à l'heure Ghislaine parlait des problèmes de pollution de l'air. Il y a aussi la mise en décharge qui provoque des problèmes de pollution des sols et des eaux, bien sûr, même s'il y a des précautions qui sont prises. Encore un autre R, rendre à la terre. Donc, il s'agit du compostage, hein, puisque ayant participé à une famille éco-formidable, je me suis rendu compte que la moitié de mes déchets, c'était des échures. Donc, c'est facile de réduire le poids des déchets qui partent dans les camions. Et d'autant plus que les épluches sont très humides. Et quand ils vont arriver en incinérateur, on va utiliser énormément d'énergie juste à faire évaporer cette eau, ce qui est tout à fait inutile. Et au manteau en transition, on a intérêt de ramasser, puisqu'on organise des promenades de ramassage. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des déchets vraiment. Et là, c'est une prise de conscience. En plus, c'est convivial, on fait ça tous ensemble. C'est des petits gestes qui sont vraiment très, très faciles. Voilà. Voilà, donc tout un tas de conseils qui sont assez faciles. Effectivement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Effectivement, ils sont très concrets. Les conseils qu'on peut mettre en œuvre au quotidien. Alors, on peut peut-être choisir au sein de tout ce qui a été dit, ce qui nous semble le plus facile, et puis au fur et à mesure progresser dans la réduction de nos déchets. J'aurais peut-être 3 questions, chère Marie. La première, c'est si on veut regarder et participer aux travaux du mentor en transition, comment on fait? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est pour mettre en œuvre toutes ces. Excuse-moi, Nicolas, je On t'entends m'entend pas beaucoup. Un petit peu ou pas du tout? En parlant moins vite, ça devrait aller mieux. Je vais essayer de parler moins vite. Excusez-moi. Des petits problèmes techniques. J'avais 3 questions. La première, c'est si on veut participer aux actions du mentor en transition, comment fait-on? La deuxième, c'est s'il fallait donner des arguments finalement pour motiver les habitants de nos territoires à avoir des démarches avancées comme les tiennes, lesquelles seraient-ils? Et puis la troisième, qui est très liée quand même à notre contexte villois, nous, un de nos sujets, ce sont les déchets verts. On est une ville très pavillonnaire, donc on produit des déchets verts. Et dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau calendrier, on a vu la baisse du service lié aux déchets verts. Comment peut-on faire? Est-ce que tu aurais des pistes à nous donner pour réduire nos quantités de déchets verts et finalement peut-être faire face à cette baisse du passage des camions pour les déchets verts? Alors, je vais essayer de répondre à des questions que je n'ai pas tout à fait entendues. La première, si j'ai compris, c'est comment entrer en contact avec le mentor en transition, c'est ça? Alors, on a une adresse mail qui est toute simple, contact@lementorentransition.fr. contact@lementorentransition.fr. Et le site du mentor en transition, lementorentransition.fr. Voilà. Et sur le site, on peut voir toutes les actions qui sont mises en place. On peut s'inscrire à la newsletter, on peut adhérer aussi. Il y a des événements malgré les conditions sanitaires qui sont mises en place bientôt. Voilà. Le 21 mars, on a un ramassage de déchets, etc.
Ensuite, comment motiver les personnes à diminuer la quantité de déchets? Alors, le monnaie déjà, parce que quand on réduit ses déchets, on réfléchit à sa consommation et du coup, on consomme moins et on fait des économies. En plus, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant de réfléchir à ces déchets. En fait, on est la seule espèce vivante à produire des déchets qui ne sont pas recyclés par la nature. Alors que, par exemple, dans une forêt, les feuilles tombent, elles sont compostées par tous les animaux du sol font leur travail, ça redevient de la terre. Voilà. Et nous, on produit des quantités de déchets assez astronomiques. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser à ce titre-là déjà. Et puis, moi, je trouve que c'est assez ludique de s'intéresser à tout ça et de trouver des moyens. Comme je disais, je fais ma lessive. Pour réduire les bouteilles plastiques des boissons genre soda, moi, je fais du kéfir que je mets tout le temps dans les mêmes bouteilles. J'ai des bouteilles genre limonade avec le bouchon qui se ferme. Et du coup, j'utilise toujours les mêmes bouteilles et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et en plus, on peut s'échanger des combines les uns les autres. Enfin, voilà, c'est hyper convivial en plus. Venez au Mantoue en transition, on vous donnera plein de recettes. Et la troisième question, c'était sur les déchets verts, c'est ça? Oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais avec le compostage, on a quand même une bonne façon de diminuer ces déchets. Ça fonctionne très bien parce que on met toujours des épluchures et puis on arrive toujours à en rajouter sans qu'il déborde. Donc c'est que ça réduit forcément énormément. Voilà, on voit bien que ça marche. Et sinon, les déchets verts, on peut les utiliser, les réutiliser, les considérer comme un matériau pour faire du paillage, par exemple. Voilà. Ou broyer ou non. La tonte de pelouse peut être mise en tant que paillage ou bien broyer les petites branches qu'on taille dans le jardin. Voilà. Merci beaucoup et bravo d'avoir réussi à répondre à des questions que je n'avais pas entendues. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Je propose, il y a eu quelques questions dans le chat. Je me tourne peut-être vers Ghislaine avec ta casquette d'élu. Comment fait-on pour inciter les habitants de nos territoires à bien procéder au tri dans leur poubelle, à bien aller apporter leurs déchets au point d'apport volontaire qui sont mis à disposition et non pas à côté de chez eux. Est-ce qu'il y a des pistes que tu vois qui pourraient aider à optimiser aussi ce fonctionnement? C'est une question de Julien Mantoni, oui, que j'essaye qui parlait notamment du ramassage des sapins, mais je pense qu'on peut élargir un petit peu peut-être la question. Notamment du ramassage de... Le ramassage des sapins, oui. Ouais. Ça peut être Non, mais il y a effectivement la possibilité de faire du ramassage particulier de produits qui sont, je dirais, saisonniers. Donc, effectivement, typiquement le sapin. Mais moi, je crois réellement qu'il faut être en capacité de pouvoir expliquer l'intérêt de pouvoir aller apporter les déchets aux points et aux bornes d'apport volontaire parce que ça fait de l'économie en termes de collecte et c'est pas rien hein, quand je parlais tout à l'heure de la TGAP, ça va vraiment avoir un impact. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hein, la TEOM,
va forcément augmenter. Donc là, il y a eu un jeu cette année pour réduire le nombre de collectes et d'homogénéiser, mais ça va être vraiment un sujet. Et je crois que c'est malheureusement avant l'impact environnemental, je pense que ce qui touche beaucoup les gens, c'est le porte-monnaie. Et du fait, avec la crise sanitaire, de toute façon, il y a une réalité. Hein. On a quand même aujourd'hui des personnes qui vont être dans des situations très problématiques. Et donc voilà, c'est un des sujets. Donc il y a forcément de l'animation de réseau, de mettre des points d'apport volontaire dans des endroits adaptés, c'est-à-dire où les personnes puissent soit y accéder à pied, soit en vélo cargo, soit en voiture, le cas échéant. Mais il y a réellement, en fait, tout autour de la prévention et de la communication, des choses à faire dans les écoles, bien évidemment, leur expliquer que voilà, il faut que ils s'organisent pour aller apporter le verre. On a quand même sur le tri sélectif, hein, il faut le savoir, on est aujourd'hui simplement à 34 kilos de déchets triés. Qui sont triables, ce qui est pas grand-chose hein, réellement, hein. Alors que la moyenne française est à 35, donc on se dit que c'est assez proche, mais il va falloir vraiment qu'on augmente ça. Mais le problème, c'est le refus de tri. On a des résultats qui sont catastrophiques. On est quasiment à 21% de refus de tri, alors que en moyenne en France, c'est 17%. En Ile-de-France, on est à 24. C'est-à-dire qu'en plus, on trie mal. C'est pour ça que les bornes d'apport volontaire sont importantes, sont intéressantes, parce que finalement, on trie mieux en allant dans les bornes que on ne trie dans les poubelles jaunes. Mais voilà, on a là-dessus, sur le verre, les enjeux, hein, c'est effectivement le verre et les déchets verts aujourd'hui. Déchets verts, Claire-Marie le disait, effectivement, il faut remettre au sol. Il faut pas hésiter. On a toujours peur des rats, etc., etc. Mais que ce soit les fermenticibles ou que ce soit les déchets des haies que l'on tond régulièrement, il faut pas hésiter à les broyer et à les remettre directement au sol. Moi, je mets mes déchets directement dans mon potager. En fait, même quand on les met dans le composteur, à la fin, quand la terre est belle, ben, ça veut dire que c'est déjà presque mort. Donc, il vaut mieux directement mettre sur son potager et vous verrez, ça vous ferait des très, très beaux légumes. Merci beaucoup pour ce conseil potager. Je rebondis sur un point que tu as évoqué. Tu parles du portefeuille en disant qu'il faut, c'est un des éléments de motivation. On parle beaucoup de tarification incitative, hein, c'est-à-dire faire payer finalement en fonction des quantités de déchets produits. Est-ce que tu penses que ça peut être une piste? Ouais, moi je crois que c'est une réelle piste. Alors il y a énormément et par ailleurs je l'avais évoqué moi au sein de GPSEO, beaucoup de réticences parce que beaucoup de freins. On a l'impression que le voisin va forcément mettre dans la poubelle de l'autre. Et deux, pour diminuer sa propre poubelle, il va aller les mettre dans la forêt ou en déchets sauvages. Il y a une expérience, enfin la taxe incitative a été mise en place à Besançon. La réalité, c'est que ça se passe très bien en fait. Il y a eu un calage qu'il a fallu mettre en place, mais en fait aujourd'hui, il y a eu vraiment une baisse de tonnage réellement parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à composter, beaucoup de personnes qui justement ont joué le jeu de regarder ce que disait Claire-Marie, regarder leurs déchets et voir comment on pouvait diminuer. Donc il y a vraiment eu un résultat assez exceptionnel et non, il n'y a pas eu d'explosion de déchets sauvages comme on a pu le dire. Moi, c'est la réponse qu'on m'a faite à GPSEO en disant oui mais non c'est un petit peu compliqué, il faut pas individualiser. Moi je crois au contraire que ça permet de responsabiliser et ça permet surtout de prendre conscience des enjeux autour du déchet et de faire en sorte chacun d'agir voilà pour diminuer le tonnage. Merci beaucoup.
Je regarde si nous avions d'autres questions. Je propose d'attendre encore quelques secondes si certains souhaitent les poser. Ensuite, nous arrivons au terme de notre Facebook Live. Je voulais de nouveau remercier au nom de tous les élus du groupe collectif Mobile qui soit ont participé ce soir, soit nous accompagnent dans nos travaux, d'avoir accepté, Ghislaine, Claire-Marie, de participer à ces échanges qui ont été très riches, dans lesquels on ressort avec beaucoup d'idées, beaucoup de pistes, à la fois pour les conseillers municipaux que nous sommes, dans nos réflexions sur les actions qui pourraient être menées au sein de la commune, mais je pense aussi pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui ressortent de ces débats avec un certain nombre une boîte à outils, en quelque sorte, qui leur permettent de participer à cette réduction des quantités de déchets que nous produisons, puisque le meilleur déchet, c'est celui que nous n'avons pas produit. Donc, je crois que tout ce que vous nous avez présenté, on a vraiment des pistes très intéressantes. J'invite bien évidemment tous les participants à regarder avec grand intérêt les actions de l'emploi en transition. Et puis, peut-être qu'on pourra réfléchir. J'ouvre ici la réflexion, mais à des actions qui vont être menées en collaboration avec des associations locales. Je pense, il y a eu il y a quelques mois le World Cleanup Day, auquel je crois particulièrement en transition. Je vérifie si je me suis trompé, Claire-Marie me contredire, mais voilà, on va voir si on peut réfléchir aussi comme ça des actions très concrètes qui sont à la fois des actions de solidarité, mais également des actions de sensibilisation des différents acteurs. Donc, on a les sujets de tarification incitative provoquent des questions. Je pense que le débat est ouvert, pardon, et on pourra le commenter, ce qui se fait ailleurs, et y réfléchir pour notre territoire. Est-ce que M. vous souhaitez donner un petit mot de conclusion? Je vous propose de conclure. Je veux bien commencer. Non, en tout cas, merci beaucoup parce que je trouve que c'est la question déchets est vraiment quelque chose d'important. On sait qu'il faut de toute façon réduire à la source. On sait que les industriels, il y a énormément à faire sur la partie amont, mais en aval, enfin nous en tant que soit élus, soit particuliers, soit associations dans le cadre de l'animation, en fait on a énormément de leviers de prévention à faire, d'information, de communication, et je crois que c'est vraiment un sujet qui, mais je trouve que Claire-Marie l'expliquait bien, c'est vraiment un sujet qui crée du collectif en fait, hein, qui permet de créer du lien et de pouvoir finalement, voilà, en tout cas, ce sont de vrais gestes pour la planète, et donc si à Magnanville vous avez effectivement cette capacité de pouvoir pousser, en tout cas la collectivité à agir sur ce sujet, parce que c'est bien, c'est très bien. Je vous en félicite, messieurs. Merci Ghislaine. Nous proposons Claire-Marie de faire la conclusion de la conclusion. Alors oui, je peux rajouter des choses. On a plein d'idées au montant en transition pour proposer des actions aux communes pour pouvoir former, sensibiliser dans les écoles, auprès des commerçants, auprès des associations. Et puis, on aurait pu parler aussi des répars cafés. Ça crée aussi de la convivialité, se met des compétences et réduit les déchets. On peut ainsi préserver les ressources qui nous sont offertes à nous et qui diminuent énormément. Voilà. Donc, occupons-nous de nos déchets tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre participation ce soir. Le Facebook Live
pourra être retrouvé sur notre site internet. Et je passe le contrôle de Dylan, que je remercie de nouveau d'avoir organisé cette soirée. Et techniquement, je pense qu'on s'en est bien sorti. Donc, bravo pour tout, pour l'organisation, tant sur le fond que sur les aspects techniques. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain Facebook Live avec le collectif Manière. Merci. Au revoir. Merci.